Bien, rebonjour, vous avez bénéficié d'une pause de 4 minutes gratuite. Donc vous allez donc assister à la deuxième table ronde et nous l'avions intitulée « Quand l'activité s'effondre ». Parce qu'évidemment, on a parlé dans la première table ronde d'une activité qui s'est quand même maintenue, qui a été modifiée, qui a été évidemment transformée quand même. Mais dans les cas des deux entreprises que nous avons, ce sont quand même des entreprises qui ont connu des chutes très brutales de leur activité. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Lebris, maître de conférence en sciences de gestion à l'IAE de Brest et surtout titulaire de la chaire Résilience et Leadership. Alors là, on est vraiment dans le sujet. On est au cœur du sujet, oui. Et merci. Alors, la deuxième personne qui malheureusement m'a dit hier soir qu'elle ne pourrait pas être physiquement avec nous, que vous avez à l'écran, c'est Maude Bailly. Maude, tu m'as envoyé à 22h41 hier le premier WhatsApp me disant que tu serais peut-être cas contact. Et malheureusement, ça s'est révélé à midi. Et donc, tu n'es pas avec nous, tu le regrettes, je sais. Et tu es présidente pour Accord pour l'Europe du Sud. En tout cas, merci d'avoir tenu ta promesse, qui est d'être avec nous. Simplement, nous, on te voit sur un écran, tout le monde te voit sur un écran, et pas en réel. Écoute, Marie, je suis ravie d'être là. Il y a un écho, donc je vais essayer de me concentrer. Je dis et pas m'entendre en double. Je ne suis pas encore confirmée qu'à contact. J'aurai le résultat ce soir à 23h10, mais dans le doute, je préfère protéger tout le monde. Très bien. Merci en tout cas. C'est un sens de responsabilité. Et puis Stéphane Millet, qui est DGRH du groupe Jeffco, qui a connu, dans le business dans lequel vous êtes, vous avez quand même connu des baisses d'activité sérieuses. Et on va parler de cette situation où, brutalement, à partir du 16 mars, vous avez connu évidemment des situations incroyables. Je pense à Accor, et Maud, tu nous le reconfirmeras, qui dans le premier mois a eu plus de 90% de son activité, du moins dans certaines zones mondiales qui ont été mises à l'arrêt. Donc c'était inimaginable début 2020. Et comme dans la première table ronde, nous allons échanger avec vous deux, je vais échanger avec vous deux pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, on aura le plaisir de t'entendre, Sophie, avec ta vision académique un petit peu de ce qui... Et puis surtout, tu as une particularité, c'est que tu as travaillé dans le contexte de l'école navale avec des militaires. Voilà, c'est ça. Dans le contexte HRO dont parlait ma collègue tout à l'heure, Véronique, absolument. Alors, la première question, évidemment, je vais m'adresser à Maude, c'est peux-tu nous parler de l'impact de la pandémie sur l'activité de ton entreprise? Et je poserai la même question, évidemment, à Stéphane, avec des baisses brutales. Raconte-nous un peu ce qui se passe et ce qui se repasse encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai l'impression. Oui, mais dans une plus petite proportion. Je ne sais pas si c'est possible en régie de baisser le son de mon écho. Mais je pense que c'est parce que vous m'entendez, sinon, non. Alors, je vais faire un exercice de yoga, je vais me concentrer pour éviter de... J'y vais, c'est pour ça que je suis motivée. Alors, long story short, il était une fois un secteur béni des dieux qui était l'hôtellerie. Et fin 2019, on finit ça avec un EBITDA record. Ça faisait 3 ans que j'étais au COMEX d'Accor. On avait refondu l'écosystème digital, le site web, l'application mobile. On allait lancer en janvier 2020 le nouveau programme de fidélité. Et je me disais très sincèrement, 2020, c'est notre année. On s'est retrouvés en janvier-février avec des premiers signes de déclin de l'activité. Et puis, en mars, on a compris qu'on faisait face à une pandémie systémique mondiale. Et au pire de la crise, on a été dans un effet de sidération totale après une année 2019 record, puisque le groupe a perdu à l'échelle mondiale 88% de son revenu. 88% de son revenu. Le tout dans un état de sidération lié à la raison d'être. J'entendais beaucoup parler du sens. Qu'est-ce que c'est que l'hôtellerie? L'hôtellerie, c'est des frontières ouvertes, du voyage d'affaires, qui était principal dans notre mix, et l'envie de voyager, du loisir, de la joie. Ces 3 fondamentaux ont été tués dans l'œuf, avec de la peur, des frontières fermées, et pour la plus grande joie de nos directeurs financiers, une bascule en hybride qui faisait qu'on n'avait plus besoin de voyager pour les affaires et qu'on pourrait tout faire en Teams ou en Zoom. Du coup, l'ampleur de la crise, le secteur était très familier avec des crises, mais l'ampleur de la crise a été inédite parce qu'elle a été systémique, totale et d'une violence inouïe et qu'elle est venue quasiment tuer dans son cœur même les leviers moteurs de l'activité de l'hospitalité. Maude, on me dit que le son n'est pas très fort. Je ne sais pas si en régie. Voilà. Donc, on me dit... Alors, Jeffco, qu'est-ce qui s'est passé?
Donc Jeffco Logistique et Transport au niveau global, et donc on a perdu pas loin de 70% de notre chiffre d'affaires entre mars et juin. Pour deux raisons. La première, c'est que le commerce mondial et le transport s'est quasiment arrêté. Et ensuite, on est très dépendant de l'automobile, comme tu le sais. Oui. Et il y a beaucoup de constructeurs automobiles qui ont choisi de fermer leurs usines d'assemblage et de construction parce que finalement, ils ne pouvaient plus vendre leurs véhicules. Donc du coup, ça a occasionné une perte sèche non rattrapable sur 4-5 mois de l'année. 4 à 5 mois. Oui, il y a un bruit de fond. Messieurs. C'est pas moi. Non, il y a un bruit de fond, c'est ennuyeux. Alors, 4 à 5 mois, mais ce qui veut dire en termes de pourcentage de revenus, puisqu'on vient d'entendre Maud nous parler de 88%. 66-68%. Pendant combien de temps? Pendant 4 mois. Pendant 4 mois. Et depuis, vous avez... Depuis, on a bien remonté la pente, mais il y a d'autres crises qui arrivent. Il y a la crise des microprocesseurs et des composants, vous connaissez. Oui, tout à fait. Donc, qui touche l'automobile et qui touche évidemment la construction automobile. Donc, du coup, s'il n'y a plus de voitures qui sont produites, elles ne sont plus distribuées, sont moins transportées, etc. etc. Véhicules neufs, j'entends. Oui. Alors, évidemment, face à Maud et Stéphane, face à cette situation... Il y a quand même des choses à faire. Et là, on est vraiment sur un cas de résilience forcée quelque part. Parce qu'il y avait une des questions tout à l'heure pour la première table ronde. Est-ce que c'est vraiment de la résilience dont on a parlé? D'une certaine façon, on a parlé de résilience douce. Là, c'était de la résilience un peu plus hard. Alors, comment le fonctionnement interne a-t-il été transformé, notamment dans la relation avec les clients? Et puis, évidemment, inévitablement, quel est l'impact en termes d'emploi? Maud? Vous m'entendez bien là quand je parle? Oui. Ok, super. Déjà, on a eu des changements structurels en interne et dans la relation client. Et je suis sûre que ça interpellera Sophie. Le changement interne, c'est que là où on pensait... Moi la première, j'étais un petit peu frileuse à octroyer des jours de télétravail. C'est pas très reluisant de dire ça, mais c'est la vérité. Je me souviens que j'avais des collaborateurs avant la crise qui habitaient à Bordeaux et on me disait « Qu'est-ce que t'en penses ?» Donner le lundi, le vendredi... Ils avaient des équipes et donc je suis donc vieille puisque j'avais une forme de doute, d'hésitation. Premier changement structurel massif et durable qui va survivre à la crise, on a tous appris à basculer en ligne du fait des confinements, du fait des restrictions. Et aujourd'hui, on est en train de finaliser avec nos organisations syndicales la pérennisation d'une bascule en hybride à raison de 2 voire 3 jours par semaine en télétravail. Ce qui pose d'autres questions en termes d'accompagnement des entreprises sur les conditions de bien télétravailler. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un espace dédié, un bureau, une connexion, mais c'est la responsabilité sociétale des entreprises d'accompagner ce changement. Après, on a appris, et ça c'est plutôt quelque chose de sain, on a appris à travailler différemment. Et je dis souvent à mes équipes, le pire risque qui peut nous arriver, c'est l'amnésie. Ne tombez pas dans l'amnésie du Covid. Cette crise a été tellement violente et massive qu'elle vous aura nécessairement appris. Et donc, elle nous a appris à donner beaucoup plus de confiance aux acteurs locaux, réduire les circuits de décision, aller beaucoup plus vite dans le fait d'apporter des solutions, quitte à ce qu'elles soient imparfaites. On a accéléré, on a un rapport au temps en période de crise qui n'est pas le même. Et on se rend compte qu'avec le recul de la crise, car la crise recule, on a tendance à reprendre nos mauvaises habitudes. Donc moi, je passe beaucoup de temps avec mes équipes à se poser et à se dire quels enseignements on a retirés en tant que leader de la crise et qu'est-ce qu'on doit garder. Et le troisième élément qui a été un changement structurel, Charles-Henri, c'est le rapport au client, avec à la fois des tendances qui ont été accélérées et puis des attentes nouvelles qui ont émergé. Parmi les attentes nouvelles, si on y a bien une que j'aurais pas pu deviner, c'est celle du besoin de réassurance sanitaire. Or, je pense que ce besoin va survivre à la crise. On a donc déployé, face à la pandémie du Covid, un label qui s'appelle AllSafe, qui repose sur la certification d'un protocole sanitaire extrêmement strict, labellisé par des tiers, que ce soit SGS ou Bureau Veritas, et qui permet de certifier l'ensemble de nos hôtels. J'ai 1900 hôtels dans mon hub, 100% implique le protocole, j'ai près de 70% de certifiés, et c'est vraiment une garantie de réassurance pour les collaborateurs, pour les clients qu'on accueille, et en B2B, pour tous les appels d'offres de séminaires, de petits groupes, de MICE, de corporate, d'événements qui reviennent, qui ont besoin de cette rassurance sanitaire.
L'autre élément nouveau qui a été amplifié, c'est le besoin de flexibilité. Flexibilité dans les conditions d'annulation, de réservation, de reprogrammation des séjours. Au pire de la crise, 50% de mes séjours étaient réservés 2 jours avant leur début. 2 jours avant leur début. Donc vous imaginez quand, dans un contexte aussi volatile et aussi incertain, il y avait vraiment besoin de garder cette flexibilité. Et puis, on a eu une accélération de la digitalisation. Vous le savez, j'étais en charge du digital avant chez Accor. Hybridation dans l'hôtel, QR code pour le room service, check-in, check-out. On est en train de tester des clés digitales à partir de l'application mobile. Et puis, hybridation du voyage d'affaires. On sait que 15 à 20% du voyage d'affaires d'avant ne reviendra pas. Et aujourd'hui, on fait face à un voyage d'affaires hybride avec des groupes plus petits, de 50 à 100 personnes venant de moins loin et en format à la fois présentiel et hybride à distance. Et c'est pour ça qu'on a développé avec Microsoft une solution qui s'appelle All Connect. Donc, on a des choses nouvelles comme la réassurance sanitaire qui va être une norme qui va survivre, à laquelle on n'aurait pas pu s'attendre. On a une flexibilité qui va survivre tant qu'on est dans un monde de volatilité et d'incertitude. Et malheureusement, je crois que l'incertitude n'est pas prête d'être finie. Et puis, on a cette logique d'hybridation du monde dans nos manières de travailler, comme dans le voyage d'affaires, dont 15 à 20% d'avant ne reviendra pas. Chez Jeffco. Alors, chez Jeffco, moi, le fonctionnement interne. Il y a pas mal de choses que Maud a déjà dites. Je voudrais juste revenir sur l'épisode chômage partiel, en fait. Ouais. Qui est très très important, parce que la première des choses pour nous, c'était d'adapter la structure à la crise. Et donc chômage partiel partout dans le monde, jusqu'à 70% des équipes, en fonction des pays. Et un chômage partiel durable, qui a eu un impact, on parlait tout à l'heure de l'engagement, mais qui a eu un réel impact sur l'engagement. L'engagement étant défini comme est-ce que je veux rester, qu'est-ce que je dis de l'entreprise, et est-ce que je fais l'extra mile. Digitalisation, bien sûr, mais je veux dire, ça a accéléré certaines pratiques qui existaient déjà. Alors nous, Maud, on ne va pas vers une forme de négo avec les syndicats pour ce qui concerne le télétravail. On conserve le télétravail comme une modalité d'organisation. Et dans une entreprise qui compte pas loin de 60% de col bleu, entre guillemets. Donc en fait, la capacité à télétravailler, elle est déjà très très inégale. Et il y a une forme de fracture sociale qui peut être créée si on va un peu trop loin. D'où l'idée d'être un peu plus inclusif et de procéder juste par... ce sont les managers en fait qui décident exactement quel est le nombre de jours de télétravailler. Le dernier point qui concerne les clients, parce que c'était ta question, ça a été une gestion de crise permanente. En fait, juste pour vous donner un exemple, les constructeurs, on travaille avec tous les constructeurs automobiles. Si tu as 5000 voitures qui sont en Turquie et que le marché pour les vendre, il est plutôt en France ou en Allemagne, dans ce contexte-là, comment tu procèdes pour les distribuer, et pour les acheminer, pour les préparer, etc. etc. Et je reviens peut-être sur ce que disait Jérôme Nanty tout à l'heure. Jeffco a dans son ADN une gestion de crise très naturelle. En fait, les éléments de process correspondent à une forme de routine. Mais la crise révèle tout à coup de l'ingéniosité, du pragmatisme, etc., qui permet finalement de répondre aux clients. Et dernier point, répondre aux clients, c'est aussi informer le client en permanence. Ce qu'on ne faisait pas forcément, et là, il y a eu tout un travail des équipes commerciales pour justement être au contact des clients, même s'il n'y avait rien à dire, a priori, puisqu'on vivait tous cette crise. Juste pour faire le parallèle avec ce que disait tout à l'heure Maud, par rapport aux hôtels, aux responsables d'hôtels, puisqu'elle nous disait qu'il y avait quand même eu, entre guillemets, plus d'autonomie donnée aux hôtels, Est-ce qu'il y a eu ce même phénomène par rapport à cette situation Oui, absolument, mais de manière très naturelle, en fait. Ouais. C'est-à-dire que nos équipes sont déjà très très formées à finalement l'imprévisible. D'accord. Donc là, c'est un imprévisible de plus, avec une complexité qui concerne les règles sanitaires. Alors, pas forcément demandées par nos clients d'ailleurs, mais imposées par nous, quel que soit le pays, quelles que soient les injonctions demandées par les différents gouvernements. On a été un des premiers à imposer le masque, alors que, on se rappelle, il y a eu quelques errements, le gouvernement français hésitait, etc. Et d'ailleurs, puisqu'on a vu ça arriver de Chine,
nos collègues et nos équipes chinoises nous ont dit surtout achetez des masques, on a quelques possibilités. Et ce qui nous a permis d'ailleurs d'en donner des hôpitaux de l'Est de la France, parce que tu sais que Jeffco est originaire de l'Est, de Franche-Comté. Alors il y a quand même une petite question, Maude et Stéphane, vous n'avez pas tout à fait répondu. J'avais posé la question sur l'impact en termes d'emploi. Ouais. Je pense que ça a été un peu sévère chez Jeffco, non ? Super sévère, on est encore en train de vivre les conséquences là, de tout ça. En fait, il y a eu deux choses. La première, c'est une restructuration pour qu'on s'assure d'avoir vraiment, pour tous les postes, une vraie valeur ajoutée. Et là, quand tu fais ce travail, tu peux probablement restructurer un tout petit peu, et ensuite, il y a les baisses d'activité, avec un petit peu de digital, pas beaucoup, mais un petit peu de digital qui fait que tu peux être un peu plus lean. Donc là, on est sur des plans assez massifs dans le monde entier aujourd'hui, de réduction. C'est-à-dire, sans donner de chiffres précis. Non, je ne peux pas te donner de chiffres, mais massifs. Ouais. Et Maude, en Europe au moins ? Nous, on a eu un double impact. On sort d'un plan de restructuration. Je pense qu'il faut dire clairement les choses. Quand à 90% de perte d'activité mondiale et qu'au pire de la crise, en avril 2020, 60% des hôtels mondes sont fermés, il y a forcément à la fois l'activation de tout le monde en digital, du chômage partiel, et encore, je trouve qu'en Europe et en France, on a été très accompagnés, mais malheureusement, il y a un enjeu de restructuration parce que sinon, l'équilibre de l'entreprise ne tient plus. Et aujourd'hui, on a fini ce plan de restructuration qui est jamais très facile à conduire. Ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Personne n'aime se séparer de collaborateurs et je pense que ça a rajouté à la difficulté de la période. Aujourd'hui, on aborde 2022 de manière beaucoup plus sereine et justement, le variant Omicron vient donner de la fatigue nerveuse avec ce côté en dents de scie, mais j'ai quand même bon espoir parce que les chiffres de cet été et les chiffres du dernier trimestre nous montrent que l'économie mondiale et l'économie européenne apprend à vivre de plus en plus avec le virus. Après, sur l'emploi, au-delà de la restructuration et des nécessaires coupes qu'on a dû faire vu la gravité de l'impact sur le secteur, j'aimerais aussi parler d'emploi en termes d'attractivité. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, ce qui m'occupe le plus depuis septembre dernier, c'est pas tant la restructuration qui est, Dieu merci, derrière nous, que la nécessité de redonner du sens et vie aux gens de travailler dans l'hôtellerie. Et c'est pas seulement dans mon secteur que l'enjeu est massif. Vous avez vu voir qu'aux États-Unis, sur les 6 derniers mois, on a observé le 20 million quit, des gens qui massivement ont décidé de quitter leur job actuel parce que besoin de sens, parce que non-alignement avec leurs conditions professionnelles, parce que effet d'accélération d'un Covid qui finalement nous a obligés à faire autre chose et qui nous a aussi d'une certaine manière montré qu'il y avait une autre voie professionnelle. Et donc aujourd'hui, moi, sur l'emploi, mon enjeu, Charles-Henri, c'est d'être capable de déployer, de décliner tout un plan d'attractivité pour redonner envie, faire mieux connaître les métiers de l'hôtellerie qui sont associés à des métiers de pénibilité statique, alors qu'il y a un formidable potentiel en termes de variété de carrière, de champ des possibles, d'ascenseur social. J'ai fait beaucoup d'entreprises et je peux vous dire que le domaine de l'hôtellerie est encore un domaine où il y a de très belles histoires de promotion sociale. Et d'ailleurs, je vais lancer dans pas très longtemps une campagne de marque employeur qui raconte à la fois nos métiers de passion et puis tous les témoignages à partir de vrais témoignages réels de gens qui sont dans les hôtels de l'Europe du Sud en termes d'évolution sociale. Il y a toutes les discussions en termes de réévaluation de la grille salariale, les parcours professionnels et puis le sens. Moi, je pense qu'on n'en a pas encore parlé, mais l'hôtellerie de demain sera durable ou pas. Les transports et la logistique, j'imagine que c'est pareil de votre côté. Il y a besoin de sens, il y a besoin de raison d'être, il y a besoin de valeur, et pas juste en termes de développement durable, en termes d'empreinte sur le monde. Et c'est aussi comme ça qu'on recrutera les talents de demain. Donc oui, il y a eu de la restructuration au pire du choc. On en sort, Dieu merci. Mais aujourd'hui, mon enjeu, c'est un enjeu d'attraction et de rétention des talents dans la durée, dans un secteur qui, comme d'autres, a un problème d'attractivité. Il manquait 110 000 personnes avant la crise. Aujourd'hui, il manquait 60 000 personnes dans le secteur HCR avant la crise. Aujourd'hui, on est à 150 000 en France. Et je pense qu'il y a un besoin de sens. Et j'ai sondé d'autres secteurs. J'entendais Jérôme Danty juste avant. On a le même sujet dans la grande distribution, dans la maintenance d'entrepôts, dans la logistique en termes de chauffeurs de camions. Voilà, je crois qu'il y a un rapport à la valeur travail qui est très en profondeur questionné. Et il faut qu'on se mobilise tous.
Mais écoute, en fait, tu as répondu à la troisième grande question qu'on avait. Donc ça, c'est parfait, c'est très bien. Alors, surtout qu'on est dans le timing et il va falloir qu'on arrête notre propre avant d'écouter Sophie et de revenir. Sur cette question, on a parlé d'engagement, on a parlé de sens et il y avait l'importance, tu nous disais lorsqu'on a préparé, de la raison d'être. Alors comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur cette raison d'être dans un contexte aussi compliqué ? Oui, donc Maud, merci, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as dites que je pourrais tout à fait reprendre à notre compte pour le secteur de la logistique. Et tu parlais de la grande démission, et qui s'accompagne d'une grande migration. Donc finalement, c'est plutôt bien, parce que du coup, on va voir arriver des talents, on commence à les voir, mais qui ne viennent pas forcément du secteur. Ça aussi qui est intéressant. Pour la raison d'être, deux commentaires. Le premier, c'est que la raison d'être, il y a quelque temps, pouvait être considérée comme assez festive. Oui. C'est-à-dire au sens où on célèbre une ambition, on célèbre une croissance, etc. etc. Et effectivement, c'est assez facile, hein, on vole très vite au secours de la victoire. C'est assez facile, finalement, d'avoir une raison d'être qui permet de solidariser tout le monde dès lors qu'on a du succès. Alors, quand tu restructures, ce qui est notre cas, donc là, on n'est pas du tout dans la résilience au sens physique des matériaux, hein, c'est-à-dire le corps ne reprend pas exactement sa forme. Comment on fait ? Eh bien, cette raison d'être, elle est tout aussi importante, en fait. Et donc, on l'exprime un peu différemment. C'est-à-dire qu'on travaille sur notre ADN, on travaille sur notre communication, mais on travaille aussi sur la manière dont cet ADN se mobilise pour les gens qui, malheureusement, vont perdre leur job. Hein. Donc je vous donne un exemple. Nous, notre raison d'être, c'est Infinite Proximity. Alors je pourrais passer 3 heures à vous expliquer ce que c'est, mais globalement, c'est être au plus près de tous les acteurs de notre écosystème, parce que c'est ça qui fait notre succès. Et en gros, c'est ça qui nous passionne. D'accord ? Et parce qu'on est très proche, on est capable d'anticiper les besoins, d'y répondre, etc. etc. Bon. Quand il s'agit de nos salariés, notamment les salariés qui malheureusement voient leur emploi supprimé, comment ça se passe ? Notre responsabilité perdure, c'est-à-dire la responsabilité de l'entreprise, c'est d'aider la personne qui perd son emploi à en trouver un autre. Et donc on met en place, quel que soit le pays, toutes les conditions d'accompagnement que tu peux connaître, et moi je mesure, c'est-à-dire qu'on va bonusser les RH et les managers sur la capacité de nos people à retrouver un job, donc on appelle ça le job to job. Et on a plutôt de très bons résultats en France lorsqu'on a fait un PSE, on était à 98%, c'est-à-dire dans l'année qui suit le PSE, on a 98% des gens qui cherchaient un job qui en ont trouvé un durable. Et donc voilà ce qu'on essaie de faire. Et c'est aussi important pour ceux qui partent que pour ceux qui restent. Bien sûr. Merci à tous les deux pour cette première partie de notre table ronde. Sophie, alors qu'est-ce que tu peux nous donner comme éclairage académique sur ce qu'on vient d'entendre, sur ces conditions un petit peu difficiles qu'on rencontre quelquefois d'ailleurs chez les militaires, évidemment. Absolument. Alors c'est vrai que les propos de Maud et Stéphane nourrissent évidemment la réflexion, parce que dans la recherche, on se nourrit de la pratique pour mieux aborder la théorie. Alors les crises dont vous parlez, effectivement, d'ailleurs en recherche, on étudie les crises, il y a des nouvelles formes de crises qu'on appelle les crises contemporaines, et plus spécifiquement les crises transfrontalières, qui ont 3 spécificités. En fait, elles touchent tous les niveaux hiérarchiques, elles touchent tous les secteurs d'activité, et sur le temps, elles ne sont pas uniquement configurées dans un temps court, mais au contraire peuvent s'inscrire dans la durée. Et alors, quand vous avez les 3 dimensions réunies, évidemment, ça va avoir un impact sur les acteurs qui sont confrontés à ces types de contextes. Et alors, c'est des types de contextes. On parlait tout à l'heure des organisations de mafia. Moi, j'ai travaillé dans le contexte militaire. Donc, en fait, c'est des organisations qui font métier de la résilience. Et les acteurs sont donc confrontés dans ces contextes-là à une complexité croissante, une turbulence aussi de l'environnement, et puis une surcharge d'informations. Alors non seulement les acteurs sont concernés, mais évidemment, en première ligne, il y a évidemment le décideur. Et donc c'est pour ça que la chaire de recherche, elle porte sur la résilience et le leadership, parce que c'est auprès des leaders et aux décideurs qu'on va s'intéresser plus particulièrement, parce que les conséquences de ces crises sur les décideurs, ça a un effet du poids des responsabilités.
responsabilités. Oui, parce qu'à un moment donné, on peut crouler aussi sous le poids des responsabilités avec un effet parfois de solitude et d'isolement. Moi, très souvent dans l'armée, des pachas, alors qu'on appelle les pachas, c'est les commandants de bateaux, de porte-avions, de bâtiments de surface, type frégate, me disaient, quand ça commence à mal aller, en fait, tous les regards convergent vers vous. Voilà. Et on se dit, que va dire le chef? Quelle décision va-t-il prendre? Voilà. Et là, typiquement, eh bien, tous les décideurs, les leaders, ils se sont confrontés aussi à ce genre de conditions. En plus, il y a l'effet de saturation cognitive, parce qu'en fait, il y a un phénomène d'incertitude, de complexité à gérer, des décisions à prendre rapidement. Donc ça, évidemment, ça entraîne des risques de saturation cognitive, sachant que l'individu lui-même a des limites. Alors, il y a des deux types, des limites qu'on appelle endogènes et des limites exogènes. Des limites endogènes, c'est bon, ça marche? Je vois que... Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Maud nous suit aussi, c'est bon? Les limites endogènes, c'est les limites cognitives parce qu'on ne peut pas tout voir, tout appréhender en même temps, ce qui va faire réfléchir, et tout à l'heure en second temps, sur les leviers justement. Et puis aussi, on a les limites qu'on peut se mettre aussi dans une organisation, dans une équipe. C'est par exemple en termes d'échéance de temps, des règles qu'on met en plus, des procédures. Tout à l'heure, j'entendais parler, souvent à la réponse d'un problème, on met un protocole en plus. Donc on va se définir un carcan supplémentaire en termes de temps, en termes de règles, qui va peser aussi sur les décideurs. À cela s'ajoutent des limites exogènes qui arrivent par l'environnement. Inutile de vous dire que ça va peser encore plus sur les décideurs, qui peut du coup s'inscrire dans une sorte d'effet tunnel. On parle de myopie du décideur, où du coup il est engagé dans son schéma. Et c'est quelquefois, quand vous êtes engagé dans un schéma de gestion d'une situation, en fait, seule une aide extérieure, un sparring partner, un collègue, en fait, peut vous aider. Ce qui fait qu'à un moment donné, pour les décideurs, et c'est ce que disait Maud, à un moment donné, il y a un risque de perdre du sens en disant mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, pourquoi je fais tout ça, quoi, Parce que, en fait, ce que je vous dis surtout, c'est qu'en plus, ça dure. C'est que là, cette crise-là, elle nécessite de durer pour les leaders et pour les organisations. Et ce qui entraîne nécessairement la nécessité, du coup, de développer une capacité de résilience. Alors, on en a parlé, mais c'est quoi la capacité de résilience? Elle a 3 phases. La première phase, c'est la capacité à anticiper, à détecter des signaux faibles. La deuxième phase, c'est la capacité à s'adapter, à être flexible, typiquement ce que vous avez fait. La troisième phase, c'est la capacité à capitaliser, à apprendre, justement. Et avec l'idée de peut-être récupérer la trajectoire initiale, mais pas forcément. C'est peut-être une trajectoire différente. Donc, parce qu'il y a finalement un processus dynamique, et là, je vais en venir justement avec un focus sur la phase 3, si vous capitalisez, c'est ce qu'on disait, on apprend des crises, eh bien, quelque part, ça nourrit la première phase, puisque la crise, et certainement il y en aura d'autres, ça nourrit la première phase, c'est-à-dire cette capacité à détecter des signaux faibles et à anticiper. Alors, vous allez me dire, face à ces biais, ces risques, bien, du coup, comment capitaliser et que, par exemple, les organisations comme la marine font. Alors, je décompterai ça en trois strates, entre guillemets. Au niveau individuel, il y a une nécessité aussi de revoir peut-être la relation, par exemple, à l'échec, voilà, parce qu'on apprend aussi de ses erreurs. C'est la définition de la résilience. Vous voyez, typiquement, dans les organisations de hautement fiables, il y a une notion d'irréversibilité de l'erreur. Dans un sous-marin, c'est compliqué, quand vous êtes dans le nucléaire, dans le spatial, voilà. Mais ça veut dire qu'on peut s'accorder parfois, et vous savez bien, dans le domaine académique, parfois, c'est apprentissage, essai-erreur, je me trompe, j'apprends, je corrige, voilà. Donc, s'autoriser à ça. Et le problème, c'est pas tant l'échec, c'est parfois la relation à l'échec qu'on a. Parce que quand vous avez des gens brillants, en fait, ils ont parfois jamais connu la difficulté ou l'échec. Et donc, quand ça arrive la première fois, c'est cette relation, c'est ce poids du regard des autres qui peut devenir un carcan. Donc, et dans la marine, par exemple, on a beaucoup travaillé cet aspect de relation à l'échec. Il y a aussi nécessité d'équilibre pro-perso, puisqu'il y a une nécessité de s'inscrire dans la durée.
Première étape, c'est l'aspect individuel. Deuxième étape, apprendre aussi au niveau de l'équipe. La force du collectif, c'est l'ADN typiquement de la marine, où grâce à des experts, a une possibilité de déléguer, à s'entourer de sparring partners, à justement cette déférence à l'expertise pour pas être dans un mode de leadership directif. Au contraire, on a ce qu'on appelle dans les formes résilientes le leadership partagé, où on va mettre en avant un expert parce qu'il est au plus près de la situation. Et troisième strate, c'est au niveau de l'organisation, aussi apprendre, l'organisation va apprendre. Typiquement, au niveau de la structure, tout à l'heure, Jérôme Nanty vous disait, en fait, on avait certaines unités qui étaient autonomes, mais parfois, ça revient à la maison mère. Alors, on étudie ça dans la réflexion sur les systèmes couplés. Typiquement, un système de combat, c'est un système fortement couplé, où les frégates, les sous-marins sont reliés au porte-avions. Mais à un moment donné, le sous-marin, il va falloir qu'il ait de l'autonomie pour effectuer seul sa mission. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un système lâchement couplé. Et la forme la plus résiliente, on a étudié ça dans le cadre de la chaire, c'est des formes dynamiques, où on va parfois recoupler parce que c'est nécessaire, ou relâcher parce qu'en fait, on a des unités, des filiales qui sont très autonomes et qui sont expertes, et au contraire, on aurait tort de ne pas leur laisser de l'autonomie. Et enfin, je termine par un dernier point, c'est aussi avoir une approche sur des grands principes. Alors nous, on a travaillé sur ça, qui montre que alors les grands principes, c'est de se dire, c'est identifier les problèmes qui peuvent remettre en cause l'intégrité de l'organisation. Et donc, en gros, quand on a un focus là-dessus, c'est une stratégie de priorisation. C'est d'avoir la vision générale et de ne s'intéresser qu'aux problèmes qui touchent les fonctions critiques. Et dès que c'est stabilisé, typiquement dans un sous-marin, il y a une profondeur de sécurité. Où on vole, il y a une altitude de sécurité. Et après, de se dire, j'ai ma position de sécurité et après, je peux dérouler mon menu déroulant et dérouler éventuellement des règles, des protocoles. J'en termine là. Mais les crises sont aussi des fenêtres d'opportunité. Absolument. Voilà. Alors, je vous rappelle à ceux qui nous écoutent que vous avez la possibilité de poser quelques questions dans le chat pour être un peu participatif. J'ai quand même une petite question. Tu nous avais un peu alléché tout à l'heure en préparant avec un effet hamster. Tu peux juste nous dire en 30 secondes ce qu'est cet effet hamster? Alors, l'effet hamster, on en avait parlé en préparant, c'était avec Maud. En fait, c'est pas un terme en recherche, mais oui. On en avait parlé, mais c'est être dans votre cerveau et se dire, mais à un moment donné, je vois pas le bout du tunnel. Parce que quand on parle de sens, le sens, c'est quoi? C'est la signification, mais c'est aussi la direction. Dans la première table ronde, on parlait de boussole. Et en fait, le rôle du leader, il est là, c'est-à-dire de montrer le cap, voilà, quoi qu'il arrive. Donc, et de prendre du recul pour pas être justement dans ces roues qui tournent, mais de se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà. Et ça relie à cette production de sens dont on parle depuis le début. Intéressant. Alors, comment tu réagis, par exemple, les 3 niveaux là, qu'on vient de décrire, l'individuel, l'équipe, etc. On retrouve ça chez toi? Ah oui, absolument. Alors la relation à l'échec, moi ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est pas d'abord ce qu'on apprend, c'est la manière dont on réagit à l'échec. Oui. Et alors nous, on a fait quelque chose qui démystifie un petit peu l'échec, puisqu'on a mis en place un groupe digital de worst practice. Et en fait, on catalogue dans le monde entier tous les trucs complètement déconnants qui ont été faits. En se disant, OK, qu'est-ce qu'on a appris de ça? Et puis, les gars, by the way, vous refaites pas ce qu'on a fait parce que ça, c'était pas bon du tout. Et alors, ça a un petit côté intéressant parce que du coup, ça autorise à parler d'échecs alors que habituellement, quand même, c'est pas, voilà. Et puis, on en rit. Donc, l'humour est un abrasif extraordinaire et aide à passer tout un tas de caps. Et puis, tu apprends. Alors, Maud, comment tu réagis? La question de l'échec, comment vous faites? Vas-y. Échec et hamster. Oui. Non, mais sincèrement, il y a toujours du bon dans les crises. Et je le dis même dans un secteur très touché, mais je pense que ça nous a rendus meilleurs et sans naïveté excessive. Est-ce qu'on n'a pas tous la bénédiction à un moment de s'arrêter parce que la vie nous force à nous arrêter pour nous questionner sur l'authenticité de nos choix, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et donc, avec Sophie, on parlait en effet et Stéphane, on parlait en effet de la vertu de la sortie du hamster. Parce qu'on est tous un peu finalement dans des rythmes frénétiques qui nous amènent à perdre l'alignement avec nous-mêmes.
Donc, d'où l'effet hamster, qui n'est pas, Charles-Henri, un terme authentique de la recherche, en tout cas pas encore, Sophie va écrire une thèse dessus, sans doute. Mais voilà, c'est un constat très pragmatique. Après, sur ce que je retiens, quand même, c'est l'extraordinaire pression qui va rester sur les épaules des leaders. On en parlait en préparation avec Sophie et Stéphane, et je trouve que c'est quelque chose qui est très banalisé. Alors, on parle du télétravail, on parle de la flexibilité tarifaire, on parle du besoin de développement durable, la fin du plastique, il faut être gentil avec la planète, et puis tout ça. Mais finalement, je trouve qu'il y a un grand silence qui méconnaît la pression qui va rester sous les épaules des leaders. C'est pas simple de manager à distance. Oui, Teams et Zoom, c'est formidable pour la productivité individuelle. Pour la productivité collective, j'ai un doute. Une entreprise, c'est une communauté d'hommes et de femmes avec un lien, une glue, une raison d'être autour de valeurs et d'appartenance. Et ça s'anime pas qu'à distance. Par ailleurs, l'environnement de crise dans lequel on évolue est un environnement extrêmement volatile qui a vocation à durer. Et je pense que c'est une difficulté supplémentaire que d'apprendre à être manager dans un contexte à la fois hybride et dans un contexte incertain. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on repense aussi en profondeur comment on va former et accompagner toute une génération de managers à rester debout dans la tempête, à garder du sens, à continuer à apporter de l'énergie dans des environnements à la fois digitalisés et durablement incertains. Et je trouve que l'apprentissage de la résilience, c'est aussi un autre regard durable sur notre manière de former nos leaders. Écoute, je crois que tout est dit, à moins que Sophie, tu veuilles rajouter un dernier mot de conclusion, puisque nous sommes arrivés à la fin de notre table ronde. Non, mais en fait, c'est vrai que les crises, on l'identifie, on voit le côté, on regarde le verre à moitié vide, mais ce sont aussi des fenêtres d'opportunité, notamment pour construire du sens et repenser ces approches. Et je pense que dans la capacité à capitaliser, c'est retenir aussi ce qu'on a bien fait aussi. Absolument. Et je rejoins, dans la marine, ils appellent ça le retour d'expérience, mais ils utilisent ce qui a été mal fait pour corriger et que ça bénéficie aux autres, dans un esprit collectif. Maud, vous avez un truc sur les worst practices ou pas? Est-ce que vous partagez les mauvaises pratiques, enfin les erreurs plutôt? Si tu veux, Charles-Henri, moi ce que je trouve très intéressant, c'est le rapport à l'échec en France. Il y a un plus hypocrite que le côté droit à l'erreur. On a un rapport à Stanford, quand tu viens faire un entretien, les gens vont te demander de pitcher ton meilleur échec. Nous, culturellement, dans notre scolastique française et occidentale, enfin en tout cas européenne, c'est pas du tout ça. Moi, j'adore les gens qui disent « t'as le droit à l'erreur ». Oui, t'as le droit à l'erreur parce qu'après, t'as le droit de sortir. Si tu veux vraiment, en tant que manager, dire que t'as le droit à l'erreur, déjà, il faut dédramatiser l'erreur, donner au moins 1 ou 2 cartouches et puis surtout en tirer des enseignements. Moi, il n'y a pas un jour où on ne fait pas des erreurs. Mes équipes, moi, et en toute humilité, il faut se dire, là, on s'assoit et qu'est-ce qu'on a appris ? Qui dit droit à l'erreur dit culture du retour d'expérience pour savoir ne pas recommencer. C'est un peu les Shadocks, c'est-à-dire si on continue à pomper en faisant toujours les mêmes bêtises, c'est sûr que ça ne va pas vraiment nous tirer vers le haut. Mais de toute façon, le monde digital dans lequel on évolue est un monde de l'erreur, parce que c'est un monde du test. Tant qu'on vivra un test qui ne produit pas comme un échec, on n'arrivera pas à être leader. Si un jour on arrive vraiment à basculer dans une culture de test and learn, où on teste, on réduit les cycles de production, et en fait c'est la phrase, je crois que c'est Giacometti qui dit plus on rate et plus on se rapproche de la réussite, et donc plus on teste, plus on se rapproche de la réussite, on va totalement changer notre rapport, nos lunettes sur la culture de l'erreur, en sachant que l'échec est une manière de vivre l'erreur, alors qu'en fait on devrait vivre le test comme le chemin qui nous rapproche de plus en plus du succès. Et ça, je vous assure qu'il faudrait qu'on élève nos enfants à ça. Il y a encore du travail. Alors, j'ai une toute dernière question qui vient d'arriver et qui te concerne, Maud. Alors, je te la lis, attention. Quel pourcentage de chance a un équipier d'hôtel de finir un jour dans le COMEX ? Eh bien, figurez-vous que j'avais quelqu'un d'exceptionnel qui a choisi de prendre une aventure entrepreneuriale en Australie il y a 2 ans, qui a commencé barman dans un hôtel en Australie. Il s'appelle Graham Wilson et pendant des années, il a été Chief Marketing Officer monde au COMEX à mes côtés et c'est grâce à lui notamment que j'ai créé le programme de fidélité Accor Live Limitless, Graham Wilson, et j'en profite pour lui rendre hommage. L'hôtellerie est un des rares secteurs dans lesquels il existe des métiers et des histoires d'ascenseur social exceptionnelles et je vous invite à le voir en vrai dans la campagne qui va être lancée avec des vrais gens
dans mon hub. Merci, Ben. Merci à tous les trois. C'était très intéressant. Nous allons conclure avec l'intervention du délégué général de la FNES, Jérôme Kaby. Restez avec nous. Restez avec nous. Tu nous rejoins en direct. Oui, parce que j'ai pas énormément de choses passionnantes à dire. Juste vous dire merci beaucoup. Merci à l'ensemble des participants. Et je suis devant Maud, voilà. Donc, merci à l'ensemble des participants. Merci à l'envie de s'être associé à nous pour cette manifestation. Merci à nos collègues académiques qui ont accepté d'animer aussi les sessions. Et donc, bonne fête à tous. Et on essaiera de renouveler ce type d'opération. Je l'espère en physique cette fois-ci. Donc maintenant, on ne mettra plus nos manifestations qu'en mai, juin, et septembre et août pour avoir la possibilité de revoir des personnes. Donc une très bonne soirée et de bonne fête à tous. Merci. Merci à vous tous. Il est juste 20h, vous voyez. Hein, vous allez pouvoir regarder le journal de la 2 ou de la 1. Merci.